Bon, on va commencer, tant pis pour les retardataires. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus jusqu'ici, donc au Welcome City Lab, premier incubateur au monde dédié à l'innovation dans le tourisme. Et ce soir, on va innover en parlant de gamification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Reno Sarah. J'organise donc cet événement en partenariat avec le club Management et Tourisme et le Welcome City Lab, bien sûr. J'écris également un blog dédié donc aux jeux et aux serious games au service des patrimoines, donc yoyo-leblog.com. Alors pourquoi yo-yo? Je vais le dire maintenant parce qu'on m'a posé 3 fois la question. Le yo-yo est un des jouets les plus anciens au monde avec la toupie. Donc l'humanité joue depuis belle lurette, si je puis dire. Et le yo-yo est composé de 2 hémisphères que je symbolise par le tourisme d'un côté et le jeu de l'autre, qui doivent s'unir pour être actionnés par le joueur, le visiteur. Voilà. Pour introduire donc cette présentation, avant je vais remercier tous mes intervenants. Merci d'avoir répondu présent tout de suite pour témoigner ce soir. Je vais commencer par une phrase, tout simplement. Alors, on innove aussi. Hop, ça fonctionne. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Donc, vous connaissez déjà peut-être cette phrase. Elle est de Benjamin Franklin. Et pourquoi je la cite? Parce que le jeu a un super pouvoir. C'est un média impliquant et engageant. Il a de nombreuses vertus et on va pouvoir le voir ce soir. À travers vos témoignages, donc celui de Jérôme Morlon et de son site Hyperiago, qui propose des visites ludiques et touristiques. Le témoignage également de William Pérez, qui utilise le jeu pour former, donc des serious games. Donc tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Emmanuel Roulier, également créateur du Livre des siècles, donc de son agence Mosquito. Livre des siècles, Serious Game, c'est un Serious Game dédié au jeune public, au château de Fontainebleau. Le jeu est aussi une manière de valoriser un patrimoine immatériel, donc le patrimoine gastronomique, à travers le jeu Gourmet Quest. Donc Alexandre Sabouret représentera Seawen Games, donc voilà. Et également, on verra que le jeu est super efficace dans la fédération d'une équipe, d'un groupe, à travers le témoignage de Guillaume Tostivin, qui tend à devenir le leader de la gamification collective. Hein. Donc, j'en dis pas plus. Jérôme, tu vas prendre ce micro et je vais te donner également, si tu veux faire passer ta diapo. Donc, tu as juste à appuyer sur la petite flèche. Merci Sarah, bonjour à toutes et à tous, merci Welcome City Lab de nous accueillir ici. Alors moi pour me présenter en quelques mots, j'interviens ici à double titre. D'abord parce que je suis associé dans une entreprise qui s'appelle Next Content, qui est une agence d'innovation numérique. Alors on travaille beaucoup sur différents secteurs d'activité, pas seulement le tourisme, mais le tourisme est un de nos principaux secteurs sur l'innovation numérique. On organise notamment des événements professionnels, dont un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Next Tourisme, qui a lieu chaque année en avril, qui réunit les décideurs du monde de l'e-tourisme. Donc on est très en veille et très en observation, voire en recherche sur les grandes tendances qui traversent aujourd'hui le tourisme, et en particulier le tourisme numérique. Et puis, comme l'a dit Sarah, on a un autre projet qui s'appelle Hyperiago, qui est un projet qui n'est pas aujourd'hui notre activité principale, mais qu'on construit petit à petit et qui est amené à prendre de l'ampleur dans les années à venir, et qui est une plateforme de création d'itinéraires touristiques ludiques. Donc on a ajouté à notre plateforme des mécanismes de gamification, donc, que j'évoquerai tout à l'heure. Tu peux vous présenter maintenant, vous avez 3 minutes pour vous présenter. 3 minutes, ouais. D'accord. Alors Hyperiago, en quelques mots, c'est un outil qui permet à des producteurs d'offres touristiques de publier des itinéraires sur le web, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Pourquoi on a créé cet outil? Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de structures, notamment institutionnelles, mais pas seulement, manquaient d'outils pour déployer des contenus un peu enrichis sur le web. Bien sûr, on a beaucoup de contenus qui circulent d'un point de vue encyclopédique, mais on a peu de choses d'un point de vue storytelling. Et notamment, le meilleur moyen de faire du storytelling touristique, c'est d'agencer des étapes de manière thématique et de raconter des histoires par un itinéraire.
Il n'y a pas d'outils pour ça, ou très peu, ou il y a des outils un peu disparates, mais rien n'est harmonisé. Donc la première vocation d'Hyperigo, c'était de créer un outil pour ça. Et puis on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, on est sur le web, on va essayer de virtualiser un certain nombre de pratiques qui s'effectuent de plus en plus, et notamment des pratiques de jeux, des jeux de piste, des chasses au trésor, etc., etc. Et donc on a rajouté à Hyperigo un mécanisme qu'on va appeler de social gaming, hein, pour le dire de manière simple, qui permet en gros, d'avoir des étapes, des itinéraires qui sont masqués à l'utilisateur, qu'on doit donc débloquer en résolvant des énigmes. Résoudre ces énigmes permet évidemment d'accéder à une proposition qui permet d'aller encore plus loin dans l'itinéraire, etc., etc., un mécanisme de progression. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là non plus. On ne va pas seulement permettre à l'utilisateur de débloquer des étapes et de gagner des points. On va lui permettre aussi de se comparer avec les autres. Et pourquoi pas, en situation réelle, physique, d'être sur place avec son mobile ou avec sa tablette, de réaliser des jeux de piste, des défis entre amis, en groupe d'amis, en famille, etc. Et on s'est aperçu que ce type de mécanisme était plutôt intéressant, déjà parce que la mécanique elle-même, j'y reviendrai je pense, mais la mécanique elle-même est intéressante parce qu'on est vraiment dans une mécanique de jeu qui s'appuie sur du réel, qui s'appuie sur le patrimoine. Je pense que c'est le propre de la gamification, c'est d'arriver à s'appuyer sur du contenu réel. La difficulté du jeu, souvent, c'est le contenu. Et là, le contenu, on l'a, c'est le patrimoine touristique, c'est les différentes étapes d'un itinéraire. Et c'est un contenu qui peut se réinventer et se créer en permanence. Non pas que le patrimoine change, mais la façon de concevoir l'itinéraire, la façon d'agencer différentes étapes permet de multiplier les possibilités de jeu. Donc ça, c'est une mécanique très intéressante. Et après, finalement, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont déjà réalisé des petits jeux de piste avec papier-crayon, avec vos amis, avec votre famille, etc. Donc nous, on virtualise ça avec un outil mobile qui permet de le faire simplement et qui permet aussi d'être assez générique et donc de pouvoir proposer ce type de plateforme à des structures dont c'est le métier de créer du contenu de ce type-là. Je pense à des agences événementielles, par exemple, des agences qui font des rallyes, des agences qui font du voyage incentive, par exemple, donc à des fins plutôt professionnelles. Voilà il te reste une minute. pour la présentation d'Hyperigo. Je reviendrai peut-être plus tard sur les mécaniques de jeu. On posera des questions. Voilà, le tout, c'est de se présenter. Alors, aujourd'hui, si vous voulez voir ce que c'est Hyperigo, allez voir un site qui s'appelle parisparcours.com. J'ai mis la diapo. Voilà. Super. Parisparcours.com, c'est une belle illustration de ce que permet de faire Hyperigo. Parisparcours.com, c'est un site qui contient à peu près une quarantaine d'itinéraires touristiques thématiques à Paris, sur tous les thèmes possibles, culturels, loisirs, etc., détente, et qui contient un certain nombre de jeux de piste qui vous permettent de tester aussi. Vous avez juste à vous créer un compte, tout est gratuit. La mécanique de jeu, vous avez donc des points à gagner, des montées en niveau, des trophées, enfin tout un système assez naturel quand on parle de jeu et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc parisparcours.com pour avoir une idée de ce que permet de faire la plateforme qu'il y a derrière qui s'appelle Hyperigo. Voilà, j'ai terminé. Ok. Donc vous pourrez retrouver d'ailleurs la présentation online sur le site du Welcome City Lab. À toi, William, je passe le micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis William Pérez, fondateur et président-directeur général de Serious Factory. Il y a la petite manette si tu veux faire passer les diapos. Donc Serious Factory développe une plateforme logicielle, une série de logiciels qui nous permet de créer très rapidement un serious game immersif. On va être dans les yeux de la personne qui joue et notamment pour travailler tout ce qui est non dit, donc des situations, relations interpersonnelles face à une ou plusieurs personnes. Dans un univers plutôt réaliste, l'avatar va être face à nous comme si on parlait réellement face à une personne. On va gérer les émotions faciales, la gestuelle, le comportement, et travailler justement tout ce qu'on ne travaille pas quand on traite de la théorie ou de l'enseignement au sens large. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis toujours, et c'est culturel, depuis tout petit à l'école, on nous enseigne des choses, on apprend des choses,
Et puis on va valider des connaissances avec des quiz, avec des diplômes, des interros. On fait un peu de travaux pratiques. Alors c'est le seul moment où on fait un peu de travaux pratiques. Mais même dans la vie professionnelle, quand on fait des formations courtes, généralement 2-3 jours dans une salle, on n'a pas le temps de pratiquer et finalement, après quelques jours, quelques semaines, on finit par tout oublier parce qu'on manque de pratique. Et c'est vraiment ce positionnement sur lequel on s'est focalisé, c'est l'entraînement. Et je rejoins la phrase que tu as mis en introduction, hein, c'est quand je pratique, quand je suis impliqué, quand j'expérimente, j'expérience que j'apprends. C'est en faisant des erreurs. Quand on fait des formations en salle, on n'ose pas trop s'impliquer, surtout pour les situations type vente, formation à la vente, formation relationnelle, comportementale. Tout ce qui est comportemental, on a peur du jugement, on a peur de se tromper, donc on ne fait pas. Et finalement, on n'acquiert pas les compétences. Donc cette plateforme qui s'appelle Virtual Training Suite, VTS de son petit nom, bon c'est un peu tout déformé là avec la résolution, mais dans les grandes lignes, il y a 3 grosses briques. La partie apprentissage, pour cette fois travailler évidemment les connaissances. La partie entraînement, parce qu'il faut forcément déjà valider les connaissances pour pouvoir s'entraîner, où on va travailler cette fois les attitudes. Et puis, tout au long de ce programme, on va pouvoir s'entraîner. Alors, dans le monde professionnel, c'est très rare, et généralement, l'entraînement se fait sur le terrain, et c'est déjà trop tard, en fait. En gros, on va se focaliser sur les 3 aspects que sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Voilà. Des termes assez classiques, mais ça, c'est ce qu'on fait. La dernière... hop, voilà. Donc, comment ça se visualise? On a donc un environnement, bon c'est déformé, hein, c'est censé être un iPad, donc vous connaissez les iPads. C'est la nouvelle version là. Donc on a un univers qui va pouvoir être personnalisé, donc pour sortir des cas d'école qu'on peut apprendre et qui correspondent jamais à notre univers personnel. Donc on va travailler un univers qui est le nôtre, on va avoir un catalogue de personnages qui vont être animés en temps réel, comme dans les jeux vidéo qu'on voit aujourd'hui, très réalistes, immersifs. On a évidemment la possibilité de personnaliser toute l'interface et puis surtout travailler les contenus et travailler des scénarios réels et pas des cas d'école sur des sujets qui ne nous concernent pas comme de ce qu'on fait tous les jours. Donc on a plusieurs modes d'interaction, un mode question-réponse, un mode chat, comme les agents virtuels que vous pouvez retrouver sur les sites les sites de e-commerce ou Voyage SNCF si vous voyez déjà ce type d'aide en ligne. Et on va pouvoir donc questionner. On n'a plus d'aide, on est vraiment dans l'étape ultime de l'entraînement où on ne nous donne pas d'informations. Si on ne pose pas les bonnes questions, on ne sait pas analyser le besoin de notre client. Donc travailler sur des interactions le plus proche possible de ce qu'on va vivre dans la réalité. Alors on va pouvoir travailler toute une série d'univers, ça va du parc d'attractions au desk dans les hôtels, dans les agences de voyage, toutes les situations où on a une relation et où on a besoin de travailler le comportemental, qui dans une discussion représente quand même près de 60%, hein, le non-dit par rapport à ce qui est dit. Si on ne s'entraîne pas, on n'acquiert pas les compétences et donc ça reste très théorique. Ce n'est pas des techniques de vente, c'est vraiment de la pratique qui fera qu'on va pouvoir maîtriser le discours et le comportement. Voilà. Emmanuel Roulier. Bonjour, donc je suis Emmanuel Roulier. Je suis fondateur d'une société qui s'appelle Mosquito et qui est spécialisée dans la production de contenu numérique en muséographie. Alors, Sarah m'a invité aujourd'hui pour présenter ce projet, en fait, qui est un serious game qui propose à un public de préadolescents, on va dire, de faire une visite du château et de valider un certain nombre d'objectifs pédagogiques tout au cours du parcours. L'idée, c'est donc, nous, on travaille habituellement en muséo à trouver des systèmes qui vont favoriser l'engagement, qui vont favoriser l'apprentissage, et qui vont rendre cet apprentissage agréable. On expérimente tout un tas de dispositifs possibles. Ça peut être des choses sur le web, ça peut être des gros dispositifs in situ, des tables tactiles, des choses vidéoprojetées, etc., etc. Toutes sortes de choses qui vont permettre de créer de l'immersion et de créer de l'engagement.
Et là, le château nous a proposé de travailler sur quelque chose qui était le contraire de leur audioguide traditionnel. Donc ils avaient déjà des visites écrites pour des enfants, avec un audioguisage classique, et on voulait essayer de se démarquer complètement de cette solution pour essayer de trouver une autre écriture, en fait. Du coup, on s'est projeté dans tout l'univers de la gamification, de la ludification, avec des parcours d'une sorte de chasse au trésor, des objectifs à long terme, des objectifs à court terme, et puis derrière tout un tas d'objectifs pédagogiques liés à la visite de l'espace. Du coup, ça nous amène à une sorte de narration voire de fiction. Et quand on travaille en muséographie avec des conservateurs, la fiction, c'est une sorte de gros mot, puisque un conservateur passe son temps à essayer d'écrire les choses, de n'écrire que des choses qui sont justes. Et or là, nous, on essaye de raconter une histoire et on rajoute de la fiction, et forcément, le point de friction entre les deux est assez difficile à gérer. Donc, ça nous a amené à créer une histoire qui va se déployer dans l'espace au fur et à mesure de la visite de ce château. Il faut savoir que ce château est gigantesque. Rien que le tour, rien que de la marche à pied, ça fait 20 minutes si on fonce. En même temps, on essaye d'imaginer et de répartir cette visite en disant « Ok, c'est des enfants, on va essayer de leur trouver des solutions d'immersion. » On va essayer de leur raconter une histoire, donc on va les faire parler, on le voit au milieu là, le petit dispositif, on va utiliser tout un tas de stratagèmes et de systèmes narratifs qui vont leur permettre de se familiariser avec l'objet. Donc on est parti sur le mode d'une bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée sur le mode du turbomédia, qui est donc une sorte de bande dessinée numérique qui est faite pour être lue à l'écran, et où on passe de case en case, et où systématiquement on a des systèmes de petites animations comme une sorte de petit motion design light. Et ça pour provoquer, c'est pareil, une sorte d'appropriation directe de l'outil en disant ah ouais mais c'est cool, c'est de la BD, c'est un truc dont j'ai l'habitude, donc je rentre dans l'histoire, j'ai des histoires, je suis dans un décor, c'est assez formidable, et puis petit à petit je m'aperçois que je suis embarqué dans mon histoire et que je suis en train d'apprendre l'histoire de France en fait. Puisqu'il y a une spécificité de ce château, c'est assez rare. Donc il est gigantesque, il a été habité par en gros tous les grands rois et souverains de ce pays. Mais d'habitude, souvent, ils construisent un château, puis ils rasent une aile, ils refont un truc par-dessus, etc. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juxtaposé tout un tas de bâtiments. Ce qui fait que quand on se balade et quand on fait ce grand tour de 20 minutes, on passe d'un style architectural et décoratif de l'un à l'autre, et en fait, on se déplace dans les siècles, et dans l'histoire de l'art, et dans l'histoire des arts décoratifs. Et finalement, le jeu, il est là, en fait. C'est de savoir où je me situe, où l'enfant se situe, et à bout d'un moment, arriver à le remettre dans le bon sens. Donc nos objectifs pédagogiques sont partis de ce constat de cet espace, c'est ok, je vais faire cette visite, on l'a timé sur 1 heure, 1h10, et puis au fur et à mesure, je vais obtenir des informations sur chacun des règnes, donc du coup des rois, et donc là on déclenche des cartes, des machins, des bidules, et l'objectif final c'est de les replacer dans le bon ordre, et d'apprendre finalement une sorte de digest de l'histoire de France. Tu nous as fait un petit... Oui, schéma. alors j'ai un petit schéma dont je me sers de temps en temps comme ça en conférence, d'une manière un peu plus large. Donc quand on essaye de faire de la médiation culturelle, on a un peu comme ça différentes petites armes à notre disposition. D'un côté, il y a un grand registre qui est tout ce qui est émotionnel, de l'autre côté, tout ce qui est expérientiel. Et ça, l'expérience nous amène vers l'interaction, et là, nous, en termes de multitouch et de choses qu'on va faire fonctionner avec des capteurs, on a plein de choses où on manipule et où on a de l'expérience. Et de l'autre côté, on fait du storytelling, on raconte des histoires, etc., etc. Là, on est plutôt dans le monde de l'émotion. Et tout ça, en fait, pour créer de l'engagement. Et en fait, on peut facilement, finalement, rajouter cette troisième bulle, qui est la conjonction des deux, de l'expérience et de l'émotion. Et ça, c'est toutes les mécaniques de gamification. Donc finalement, on se retrouve avec 3 bulles qui nous ramènent vers notre but ultime, c'est l'engagement. Très bien. Voilà.
À toi, Alexandre. Bonsoir, tu vas revenir sur la slide d'avant, comme ça je vais pouvoir faire la transition que je n'avais pas prévue. Je vais juste dire, non, mais comme je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent de Lille, de Nantes et de Lyon, et qui m'ont écrit un petit mot, enfin j'ai su, voilà, je les salue, je les remercie, ça fait... On est... plaisir. Ah oui, On sait venir que jusqu'à Paris. Fontainebleau était loin, mais finalement Voilà. pas du Et tout. je salue aussi les autres entrepreneurs dans le numérique, dans le tourisme, et les directeurs, les directrices, enfin on est très impressionnés. Donc pour poursuivre donc je m'appelle Alexandre Sabouret, j'ai développé avec d'autres associés la société qui s'appelle Siwen Games, qui veut dire relier les cultures en chinois par les jeux, en anglais. Et donc l'engagement, pourquoi je trouve que c'est important, c'est l'engagement pour moi avec le jeu dans la durée. Il y a eu un gros mot qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise, qui était big data il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui on parle de small data, de smart data. L'avantage des jeux ou des données, c'est qu'on commence à maîtriser les métriques et qu'on va pouvoir améliorer l'expérience et l'émotion. Et donc le jeu que je présente donc ce soir, c'est un jeu qui s'appelle Gourmet Quest, où on vous invite à incarner un personnage, puisque vous êtes engagé comme agent de la Grande Académie de la Gastronomie, la fameuse GAG, pour chasser les insipides, qui sont les méchants, qui veulent chasser le goût. Et donc ce jeu vidéo est un jeu vidéo en épisode, un gamisode, où vous pouvez voyager de Paris, donc ça s'appelle les Vignes de Montmartre, à Bordeaux pour l'épisode 2, le carnet de cave de Thomas Jefferson. On a pensé aussi aux touristes américains. Toulouse pour l'épisode 3, et là récemment autour du chocolat du roi de la ganache à Lyon, et on est en train de travailler sur un épisode sur la Champagne, très attendu par les messieurs. Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que j'ai pas autant d'expérience que mes confrères. Nous, ça fait que 2-3 ans, on est basé à Nantes, on a des antennes ici et là en télétravail en France. Ce qui est intéressant, c'est que je vais plutôt vous parler, puis après vous aurez des questions, de mon expérience. Tu peux... Oui, voilà, les autres. Donc ça, c'est le storytelling. J'ai fait une BD, oui. Donc vous incarnez un avatar, vous voyez, je vois que les images sont déformées. Claude Jeannin, le président de la GAG, vous rencontre, vous échangez, vous êtes en touch and play, hein, vous avez des mini-jeux à réaliser et la bombe ici, et vous faites toujours à la fin, quand vous réussissez, la une du journal local. Et voilà le dernier épisode qui n'était pas sorti encore quand j'ai envoyé la présentation. Ce qui est important, c'est que la réalité, c'est que je rencontre beaucoup de quadragénaires, quinquagénaires en tant que directeur marketing ou dans les offices de tourisme. Pour eux, c'est à la fois important de faire un jeu, mais l'objet, on ne sait pas encore. Certains sont refroidis parce qu'ils se sont fait beurrer les lunettes ces dernières années sur les réseaux sociaux et qu'on est monté à 20 000 fans et que finalement, on ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, si on est là à faire de l'éducation, c'est pour pouvoir dire qu'on arrive dans une deuxième vie du jeu vidéo et que ça peut être vraiment un outil de ludocommunication pour animer une communauté, pour permettre un engagement dans le temps. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Pour ma part, donc Guillaume Dostivin, directeur associé d'Urban Gaming. Donc Urban Gaming, c'est un concept bien spécifique. Effectivement, comme l'a dit Sarah, on souhaite être le leader de la gamification collective. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on intervient dans un moment un peu particulier, notamment essentiellement dans le tourisme d'affaires, en B2B. Très clairement, en fait, on intervient dans tout ce qui est team building, convention, séminaire. Notre principal ADN, en fait, c'est pouvoir transformer la ville, les châteaux, les musées, n'importe quel espace en un terrain de jeu sur ce petit outil qui est la tablette tactile, qui a fait son apparition il y a 4 ans, donc à peu près au même moment où on a commencé à créer Urban Gaming. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on souhaite aussi bien valoriser les territoires, mais aussi favoriser donc la cohésion d'équipe grâce justement à ces tablettes, mais lors d'événements professionnels essentiellement pour le moment. Donc comment ça se passe? Tout simplement, si vous faites partie effectivement d'une équipe Urban Gaming, on va vous remettre une tablette et vous allez avoir un jeu à faire dans un temps imparti.
Ce qui est intéressant, c'est que le concept, pourquoi ça fonctionne, c'est que tout simplement, au sein de notre équipe, nous avons internalisé, à mes yeux, c'est les assets les plus importants. Il nous faut de la technologie, donc on a aussi bien les développeurs, les outils, finalement, les tablettes. Il y a aussi un département dédié au contenu et au jeu, donc, dont j'ai la charge, pour faire justement tout le savoir-faire, développer des nouvelles mécaniques de jeu, vraiment je dirais un gros travail sur tout ce qu'on peut imaginer en termes de technologie et associé avec le contenu. Et ce n'est pas suffisant, entre guillemets, parce qu'il nous faut aussi l'animation. On est une société événementielle, on est une agence événementielle, et donc du coup, on a des animateurs, des comédiens, des intermittents du spectacle et autres qui vont s'approprier le jeu et vont réaliser l'événement, le séminaire, le rallye digital. Et ça, cette roue magique, c'est vraiment très très important parce que du coup, on est les seuls, je pense, sur le marché à avoir vraiment tout internalisé. Ce qui nous permet effectivement notre promesse client, c'est vraiment de faire qu'une entreprise puisse mieux faire intégrer ses collaborateurs avec des objectifs effectivement collectifs, culture, fun, sport, une logistique simplifiée parce que mine de rien, la tablette apporte beaucoup de simplification avec la géolocalisation, avec beaucoup de fonctionnalités. De 1 heure à 2 jours et de 20 personnes jusqu'à 2000 personnes. On a par exemple réalisé un séminaire il y a moins de 3 semaines pour 1000 collaborateurs dans le 7e et 15e arrondissement, donc Paris, donc, et 1000 personnes en même temps, 1000 joueurs d'un coup, c'est assez quelque chose. Donc voilà pour la partie concept. Alors après, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt d'une tablette. Là, effectivement, vous voyez une partie, notre interface, le jeu. La tablette permet de faire beaucoup de choses puisqu'on peut aussi bien introduire donc des quiz, des modules de jeu spécifiques et préprogrammés qu'on peut lancer à distance ou à intermédiaire de code. On peut aussi intégrer une sorte d'inventaire avec aussi bien du PowerPoint, des fichiers audio, beaucoup de choses qui peuvent aider à la gamification. On peut bien sûr récolter effectivement des données issues justement des participants en temps réel ou pas ou a posteriori. Envoyer des messages, donc créer des véritables scénarios, donc la partie communication. Donc là, on peut vraiment donner libre cours à son imagination pour imaginer des scénarios dans le cas du jeu qui dure 1 heure, 2 heures. On peut intégrer des applications corporate, intégrer effectivement des choses liées à notre client final, l'entreprise, et aussi mettre encore plus donc d'humain avec des ateliers spécifiques pour justement imaginer dans la ville plein d'épreuves complètement diverses et variées. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donne en fait ce qui est intéressant, là vous voyez un exemple d'une zone de jeu. Ça ressemble beaucoup à un jeu de société que vous devez connaître, qui est sans doute le Trivial Pursuit. Eh bien c'est ça, c'est qu'en fait on s'est inspiré de ce jeu de société-là qui est connu par tout le monde. Et c'est très facile d'expliquer les règles à 1000 participants une fois que vous expliquez le Trivial Pursuit, les différentes icônes qui sont cachées. Et avec la géolocalisation, les personnes vont pouvoir débloquer ces différents défis de différentes catégories. Donc chaque personne d'une équipe se sent mobilisée, se sent impliquée parce qu'effectivement il va être bon aussi bien en histoire, en observation, en fun. Donc ça fédère énormément les équipes. Et puis surtout, ça permet de valoriser les territoires parce que là, vous avez un exemple, c'est à Barcelone, mais on a dû réaliser donc 700 opérations et on a à peu près 300 cartes différentes à Paris, en France et à l'international. On est maintenant, le concept Urban Gaming est présent dans une douzaine de pays. Voilà, sur le même principe. Donc maintenant, le grand pendant, c'est effectivement basculer sur le domaine public pour que vous puissiez tous profiter du concept Urban Gaming. Et puis, on est là pour justement brainstormer. J'espère. Donc, merci de votre attention. Place aux questions. Moi, j'ai plein de questions. Est-ce que vous voulez commencer? Est-ce que déjà, vous avez des questions? Oui, et je vais faire passer le micro. Bonsoir. Moi, je me posais la question des business models en fait, qui étaient rattachés à tous vos concepts qui étaient assez différents. Et voilà, l'un comme l'autre, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur comment vous rémunériez. Moi, pour ma part, je vois une technologie. Vous avez compris, donc c'est une plateforme. C'est un peu finalement la logique aussi de Guillaume. Hein. Donc on vend une technologie
qui permet à, encore une fois, une structure qui produit de l'offre touristique, que ce soit un office du tourisme, une chaîne d'hôtels ou une agence événementielle, par exemple, on parler de team building, c'est aussi des clients intéressants pour moi. Donc des gens qui ont un contenu touristique à produire et à mettre en scène. Donc on les aide à mettre, la technologie qu'on propose leur aide à mettre en scène ce contenu et leur aide à évidemment le ludifier. Voilà. Donc nous on vend une technologie, en l'occurrence on vend une technologie en marque blanche sur abonnement, enfin, un modèle assez classique finalement de fourniture de techno. Après il y a d'autres modèles qu'on creuse aussi autour de portails de contenu qu'on pourrait créer autour de ça, mais le principal modèle aujourd'hui c'est la fourniture de technologie. Nous, donc, nos simulateurs comportementaux, c'est un mode SaaS, c'est au nombre d'utilisateurs et sur une durée donnée, donc avec une tarification décroissante en fonction du nombre et de la durée, plus une personnalisation pour être vraiment spécifique à l'univers du client. Personnalisation graphique et technique, s'il y a besoin de développer des fonctionnalités particulières à un métier ou à un domaine d'activité. Et puis évidemment le contenu pédagogique qui va être travaillé à la fois avec des experts pédagogiques et le client lui-même. Alors nous, ça n'a rien à voir. On est producteur de dispositifs pour un client qui est en général un musée. Et c'est lui qui l'exploitera, qui le vendra ou le donnera gratuitement à son public. Du coup, le mode de financement, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut monter des projets, aller chercher des sous un petit peu partout à tous les acteurs qui font de l'aide à la création numérique. Et il y a un certain nombre de fonds quand même malgré tout dans ce pays. Et puis monter un projet et commencer à agréger un certain nombre d'aides et puis aller chercher les autres pour, dans la mesure où on veut vraiment essayer de créer un projet innovant. Donc moi sur mon jeu Gourmet Quest présenté ce soir, c'est un modèle d'essai. Donc le premier épisode est gratuit, il y a 60 à 90 minutes de jeu, et après le deuxième est à moins de 2 € selon les plateformes, 1,69 €, 79, 99. Sinon je suis comme mon voisin, sur d'autres projets c'est la stratégie du financement mixte. En coproduction, là je suis à Poitiers, je devais valoriser une exposition sur le climat, il y a une grande conférence à la fin de l'année, c'est une exposition qui va faire le tour du monde, ils veulent qu'on valorise à travers un jeu interactif. Donc là c'est à travers un fonds régional, FEDER, et un fonds européen. Et après il y a l'autre source qui est plus sûre, là mon voisin de gauche, là c'est le B2B tout simplement. Mais sinon, c'est la réalité du B2C, on attend. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont pris des murs. Effectivement, merci pour la transition. Il y a 4 ans, on avait 2 choix, B2B ou B2C. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans le B2B, il y avait vraiment un créneau à faire sur la gamification d'entreprise. Donc pour l'instant, effectivement, à 99%, on est sur un business model service qui marche, qui fonctionne. Le gros challenge, c'est effectivement la scalabilité. Et effectivement, le côté grand public est très, très intéressant, passionnant. Et on brainstorm tous les jours à trouver le bon business model pour favoriser notre entrée sur le grand public. Et c'est vrai que c'est la question la plus pertinente. Comment être potentiellement demain le Candy Crush version tourisme même un acteur comme Foursquare, par exemple, a tenté, et maintenant on voit que c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a un gros enjeu, une grande bataille, et on est complètement ouvert à brainstormer dessus. Voilà, j'allais dire si vous avez des solutions, on est preneurs. 2 éléments, vous le savez sûrement, mais il y a 4 ans, il y a 2 ans et aujourd'hui, il y a eu déjà 2 révolutions violentes. Quand on était sur le salon Paris Games Week, par exemple, en octobre, je voyais des acteurs qui disaient mais c'est fini, là, le free-to-play est mort. Il y a des bateaux à 200 000, 300 000, 500 000 € qui se sont effondrés et qui ont coulé. Donc aujourd'hui, les modèles économiques sont toujours en réflexion. Les actionnaires, j'ai oublié de dire aussi, il y a un modèle d'actionnariat en augmentation de capital, veulent tous qu'on devienne des Candy Crush. Donc c'est pas évident. Mais c'est difficile dans une industrie qui est en train encore de se structurer. On a de plus en plus d'aides, mais le monde change et c'est entre 7 000 et 10 000 jeux par semaine qui sont sur les stores.
600 jeux par jour. Voilà. Donc C'est énorme. il y en a la moitié, c'est des jeunes adolescents brillants qui font un super jeu et puis 2 semaines plus tard, c'est mort. Mais je disais il y a 3 ans, c'était un peu comme l'iceberg, les 20, 80. Il y a 2 ans, je disais non, c'est plutôt la bière, c'est-à-dire la mousse. Eux, ils gagnent de l'argent et puis en bas, on est mort. Aujourd'hui, c'est presque le vin, c'est-à-dire c'est la fine couche tout en haut là, qui gagne de l'argent et en dessous, si on est en B2C, on ne gagne pas d'argent. Donc le financement d'un jeu et gagner le jeu, donc il faut avoir une puissance marketing derrière très forte. Candy Crush, c'est 500 000 à 700 000 euros par jour dépensés pour aller chercher de nouveaux joueurs pour rapporter 800 000 euros par jour. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions? Mais on prend toute commande de clients, tout ça. Justement pour... Non, mais juste pour compléter, vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est le principal enjeu, c'est aussi, je pense, au côté génération, avec la génération Y, la génération Z notamment, qui vit complètement dans le jeu. Le prochain acteur qui va arriver à les impliquer et valoriser le patrimoine, la culture, à travers une application ludique, quelle qu'elle soit, je pense que peut être un très fort acteur. Nous, on fait des expérimentations, par exemple, avec des tours opérateurs éducationnels, des jeunes qui justement découvrent Versailles d'une certaine manière, ludique et autres, et je peux vous dire c'est pas simple. Non, c'est pas ça. Je crois que la seule moyen d'avoir une monétisation viable, c'est en même temps de proposer une expérience vraiment enrichissante et vraiment différente. À ce moment-là, je pense que le public est prêt à payer, puisque quand il va au cinéma, il paye 10 € sa place. Donc, mais en même temps, il est sûr d'avoir un retour d'expérience qui vaut vraiment le coup. Or, pour l'instant, est-ce qu'on est capable d'aller aussi loin dans la production? D'ailleurs, le château de Fontainebleau loue les tablettes à l'entrée du château. Oui, Combien? 3 €. 3 €. Voilà. Donc, ça reste Mais en même peu temps, pour la qualité du mais jeu. déjà, il faut du volume, on n'en a pas assez, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner justement un retour d'expérience sur ce Serious Game Sur au château quel depuis 2 ans? niveau Le public, leur comportement. Est-ce que tu as des retours de la part du château? J'ai des retours assez agréables, on va dire. Peut-être qu'on me fait que les retours agréables et que les pourris, on m'en parle pas. C'est possible. Ça se passe assez bien. Nous, on était très inquiets au moment de l'écriture du projet, en se disant mais c'est des gamins, c'est long, on raconte des histoires. Est-ce qu'on va arriver à les garder comme ça dans cette espèce de boucle et on va conserver un intérêt tout au long du parcours? Et on était a priori très inquiets là-dessus. Et on essayait de pallier par tout un tas de petits artifices à essayer de les conserver. Et en fait, ça, on s'est aperçu que ça a bien marché parce qu'effectivement, quand ils partent au début de visite, ils vont presque tous au bout. Même des fois, dans des conditions, ça ne marche pas, ils sont quand même super accros. Donc ça, c'est une espèce de bonne surprise. Après, on a plein de problématiques techniques de matériel. Comme je te disais tout à l'heure, donc on est sur quelque chose qui est immersif au son, sauf qu'au bout d'un an, les prises jack de toutes les tablettes sont explosées. Et voilà. Donc phase 2, passer à des casques en Bluetooth, comme ça limitera les manipulations, ce sera plus pratique, ils auront les mains libres, enfin, et on pourra aussi du coup essayer de leur garantir une expérience qui soit toujours agréable. C'est un autre élément. En muséo, on a beaucoup parlé donc de ces audio-guides sur smartphone, quand les smartphones sont arrivés. Oui, visio-guide maintenant avec de la vidéo, c'est plus cool. Mais un des premiers enjeux et un des débats, c'était de dire, et d'ailleurs là, tout le personnel de musée était super très très enthousiaste par l'idée que les gens allaient venir avec leur propre matériel. En disant mais ça c'est génial, comme ça nous on n'a plus besoin de gérer des parcs de machins, de bidules, de trucs. Les gens auront leur matos, ils seront contents, ils le connaîtront, et puis ils chargeront notre appli sur une borne Wi-Fi rapide à l'entrée et ça va marcher. Et en fait non, ça marche pas, parce que si on veut proposer une expérience un peu riche, c'est-à-dire que c'est de l'application, elle est lourde, donc elle prend de la place, le temps de chargement pour
prend un peu de temps, mais ça encore, on a des solutions. On peut bombarder rapide maintenant, c'est pas un problème. Sauf que malgré tout, le téléphone des gens, ils sont pleins de photos, plein de vidéos, ils ont des batteries à 3/4 faibles, et les gens, non, je mets pas une appli de 100 mégas dans mon truc, et puis non, je vais pas l'utiliser pendant 1 heure parce qu'après j'aurai plus le téléphone, etc., etc. Donc ça marche pas du tout. Donc le seul moyen d'avoir une expérience qui soit agréable, c'est de fournir du matos qui soit complètement adéquat avec l'expérience, avec le logiciel, que ce logiciel, si possible, soit un peu tonique et qui soit engageant, nouveau, hein, qu'il se passe un peu quelque chose. Et qu'il marche, que le son fonctionne, que tout soit agréable, parce que chaque petit détail, en fait, chaque fois qu'il y a un petit truc qui fait que ça déconne, en fait, le jeu part à la poubelle. William, tout à l'heure, tu parlais de... Oh, pardon, vous aviez une question? Pardon. Oui, est-ce que vous démarchez des offices du tourisme ou des villes? Et si vous l'avez fait, comment ça se passe? C'est quand même, ça pourrait être une cible intéressante. Alors, moi en particulier, oui. Au départ, Hyperiago, c'était une technologie qu'on avait pensée pour des offices de tourisme ou pour des structures institutionnelles de manière générale. Ça peut être à l'échelon départemental ou l'échelon régional. En partant du principe que, au-delà du jeu, Hyperiago, ce sont de la création d'itinéraires. L'itinéraire, c'est un moyen de valoriser un patrimoine global et surtout de mixer différents types de propositions touristiques. Les monuments, les éléments de patrimoine, les parcs, les lieux remarquables, mais aussi, évidemment, l'offre touristique de proximité, les restaurants, les hôtels, tout type d'hébergement. Donc, l'autre avantage des structures institutionnelles, c'est qu'elles disposent également du contenu qui va servir de socle aux itinéraires. Le contenu que je qualifie d'encyclopédique, qui est les éléments textuels et visuels qui sont liés au lieu et qui sont la base pour arriver ensuite à créer un agencement, une thématique et une proposition de jeu. Donc oui, ce sont des gens qu'on vise. Et pour eux, je ne sais pas si vous, madame, vous êtes travaillé dans une structure institutionnelle, mais pour eux, le problème principal, c'est, on l'a dit et répété à plusieurs reprises, c'est de valoriser leur destination mieux que les autres. Et pour ça, de créer une expérience différente. Donc d'une part, c'est de séduire les visiteurs en les inspirant avec du storytelling. Voilà, et ça, c'est la vocation d'itinéraire, indépendamment du jeu. Et ensuite, sur place, de leur proposer une expérience qui va les faire se souvenir positivement de leur visite et les faire revenir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est intéressante pour ce type de public aussi, c'est de viser des publics différents. Guillaume parlait de la génération Y, c'est donc notamment les jeunes ou les familles avec des enfants, qui sont des publics très difficiles à mobiliser et à adresser. Et le jeu est assez naturel pour cet objectif-là aussi. Donc, à mon avis, le tissu institutionnel, il a deux objectifs, l'expérience et l'ouverture à des publics plus jeunes. Et les propositions de jeu sont un bon moyen d'y arriver. Après, si on parle de tissu institutionnel et de destination, on se heurte quand même à une grosse difficulté en termes de propositions de jeu, notamment quand on est dans la logique de parcours, d'itinéraire en milieu non urbain. C'est le problème de la connectivité. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, soit on a un jeu qui est complètement offline sur un support qui est éventuellement fourni aussi, comme des tablettes, etc. Soit on a une proposition de jeu qui est accessible via un réseau. Et quand on veut notamment faire jouer entre eux des personnes, il faut bien les faire communiquer entre eux par un réseau. Donc il faut quand même une connectivité. Et ça reste aujourd'hui un frein majeur au développement de la gamification à des échelles au-delà du périmètre urbain où on peut maîtriser la connectivité, puisqu'aujourd'hui la connectivité Wi-Fi et même 3G parfois et laisse plus qu'à désirer dans beaucoup d'endroits de France encore. Je crois qu'il y avait une autre question. Excusez-moi, qui a joué au moins une fois au cours de l'année? Pour savoir qui a joué ces derniers jours. Donc 5. Ou on va faire plus simple. Qui est joueur?
Alors, qui joue au moins à un jeu de cartes? D'accord, 10. Donc, les autres personnes, 20. Donc, les autres personnes, sur le support digital, vous êtes plutôt juste Internet, mail, ou YouTube, ou etc. Il y a des gens qui jouent à des jeux interactifs sur YouTube? Non, parmi vous? D'accord. Bon, donc c'est à l'image. Alors, je dis ça, non, mais je dis ça parce qu'en fait, il y a un objet de fantasme. Donc, pour répondre à votre question, madame, moi j'ai eu aussi bien les offices de tourisme, les CDT, les CRT. Combien de rendez-vous, c'est génial, c'est super la technologie, on va valoriser la route des vins dans les pays de la Loire. Premier problème, géolocalisation, enfin. Donc, mais oui, mais mon patron, là, il y a les élections, c'est pas possible. Enfin, et ça fait 3 ans, si vous voulez. Moi, j'ai le temps de mourir 20 fois entre-temps. Donc, en termes de monétisation, il faut aller chercher d'autres sources. On a donc, l'Alliance 46.2 qui milite pour pousser des choses. Mais en ce moment, mais en ce moment, le jeu peut être un des éléments différenciants d'attractivité pour la France, pour valoriser tout le patrimoine. Atout France, pour le pavillon de la France à Milan, c'est préoccupé quand je les connais. Pour l'Expo universelle, il y a un appel d'offres, il n'y a eu que 3 sociétés de jeux vidéo qui ont été sollicitées, alors qu'on en a 300, 500, pour occuper les gens qui viennent sur le pavillon France pour, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je trouve que je leur jette pas la pierre, mais nom d'une pipe, on a du talent à revendre, on est plusieurs confrères. Là où, moi j'ai oublié de me présenter, j'ai vécu 18 ans au Japon, j'ai vu ce qu'ils font. Les appels d'offres, c'était déjà l'an passé. Et on peut aller très vite en France, mais on a besoin, c'est pour ça qu'on fait des conférences comme ci, on a besoin de connecter les décideurs rapidement tout en haut, qui savent qu'il faut mettre vraiment du budget, le comment, le pourquoi. Il y a eu une période de tout feu, tout flamme. Mais là, je pense qu'il faut des propositions. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de écoutez, ça m'intéresse, envoyer un mail, et puis 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est difficile. Les gens sont intéressés, connaissent l'objet, mais je pourrais vous parler beaucoup de régions après. Les Ardennes. La fourchette de prix, je vais parler de pour moi, mais ça va de 10 000 à 100 000 ou à 150 000 euros. Vous voulez faire un touch and play en 2D, c'est assez facile. On est en offline, ça télécharge à 40 mégas, c'est bien. Vous voulez faire quelque chose à 40, 50 000, personnalisé, quels que soient les outils qu'on propose en storytelling. Le problème, c'est pas le prix d'achat, parce que c'est pas cher finalement. Quand vous dites, mais vous savez, moi mon jeu, il est en japonais, portugais, alors ça, les gens, c'est bien. Mais c'est que de l'autre côté, les fournisseurs de contenu ne sont pas prêts. Soit c'est la stagiaire qui a été embauchée, qui a fait une grande école, et qui va rester 6 mois et qui est en charge. Et en fait, faire un jeu pour les gens, ça remet en cause, mais qu'est-ce que vous voulez valoriser? C'est quoi le parcours idéal? C'est quoi l'expérience que vous voulez? C'est quoi le wow effect que vous voulez faire vivre pour les enfants, pour les adultes? Et là, il y a un travail, et parfois les structures ne sont pas prêtes. Là, je suis dans les Ardennes pour une route verte. Ça fait 1 an et demi, je revois. Mais je continue par politesse, mais ils n'y arrivent pas encore. Ils n'y arrivent pas. Je laisse William. Je voudrais juste rajouter quelque chose. En fait, vous faites tous peur en fait, à la base, parce que vous partez du principe que pour intéresser, il faut faire des jeux. La thématique, là, c'est la gamification. C'est pas forcément le jeu, c'est des artifices issus du jeu vidéo pour intéresser et impliquer les gens. Ça peut être simplement quelques petites touches qui coûteront pas forcément très cher. On ne sera même pas sur des 10 000 euros. Ça peut être des petites touches qui donnent un aspect ludique, qui font appel au plaisir qu'on éprouve quand on joue, mais qui ne sont pas forcément des jeux. Donc c'est des notions assez subtiles, mais c'est pas forcément... Vous pouvez nous donner un exemple, justement? Ne serait-ce que les interactivités. Un tag sur un élément dans un musée, c'est déjà un élément de gamification. Et ça, il n'y a pas besoin de faire un jeu autour de ça, forcément. L'audio guide, c'était déjà un jeu à la base, si on veut réfléchir vraiment et pousser le concept. Donc c'est vraiment ne pas partir du principe que la gamification, c'est avoir un jeu. Voilà. J'ai une question ici, et après, monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir combien de personnes, chacun d'entre vous, via ces jeux ou via ces procédés de gamification, a touché.
Alors, on n'est pas beaucoup de joueurs dans la salle, mais combien est-ce que vous avez touché de joueurs et surtout, quelle est la mécanique derrière pour les retours d'expérience? On a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment positif ou négatif des joueurs après qu'ils aient joué? Et qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces données? Alors, en ce qui me concerne, je cible du B2B. Donc, la cible, évidemment, ça ne sera pas des centaines de milliers ou des millions de personnes. En revanche, notre domaine de prédilection, et là où on se focalise vraiment, c'est sur le relationnel. Donc, avec une spécialisation sur la formation des vendeurs, des personnels en relation directe avec la clientèle, des hôtesses d'accueil, des centres d'appel. Et là, le ROI, il est très simple, c'est l'augmentation des chiffres d'affaires. Quand on sait mieux vendre, ça se voit tout de suite par le retour sur investissement est facile à mesurer. C'est la réduction des temps de cycle de vente, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, en termes de nombre de personnes, on a l'année dernière formé dans une entreprise 1200 commerciaux en magasin. Donc, ça peut être de quelques dizaines de personnes. Là, on est en ce moment en train de déployer pour 40 étudiants en école de commerce au Canada. Ça peut toucher donc très peu de personnes comme beaucoup de personnes et pas forcément dans la vente, tout ce qui est relationnel. Donc voilà, le ROI est facile à mesurer. Oui, nous on est sur des petites jauges aussi, donc en même temps, le taux de satisfaction n'est pas si simple parce qu'il faudrait faire une vraie étude publique qualitative, quantitative, et en fait ça n'a pas été fait. Donc j'ai pas de chiffres vraiment tangibles, efficaces. On peut juste essayer d'évaluer comme ça, de sentir une espèce de satisfaction d'un groupe ou d'un socio-groupe. Mais tant que ces études ne sont pas faites, en plus elles ne sont pas très dures à faire, mais malgré tout, il faut qu'elles soient financées. Et comme on est déjà un peu ric-rac, c'est le genre de choses qui ont tendance à passer à la trappe. Il y a peut-être une solution, justement. Alors, moi, par contre, j'ai mis des trackers partout. Et ça a été mon geste du matin et mon cauchemar du soir à partir du 18 décembre, quand le jeu a été sorti, puisque je l'ai testé, on teste beaucoup. On est dans une industrie du test and learn. Et donc sur 50 000 modestes téléchargements, j'avais vendu des millions de téléchargements aux actionnaires. J'y crois toujours. Non, mais je l'ai testé sur le marché du Canada, par exemple, et là, c'est très intéressant. On l'a mis, on est sorti première app une journée, ça m'a fait 15 000 téléchargements. Par contre, ça m'a mis à peu près 13 000 gifles. C'est assez violent. Parce que le jeu était un peu trop lourd ou les gens avaient encore... J'ai découvert qu'il y avait encore des téléphones vieux de la version... On parle de technologie, mais c'est quand même 14 constructeurs Android. Moi, je développe en Unity 3D, qui est un logiciel qui permet de développer facilement sur toutes les plateformes. Et des personnes, ah ben non, ça marche pas. Ou il y a même une personne qui n'était pas en Wi-Fi, qui voulait télécharger mon jeu de 80 mégas et qui dit, oh, c'est nul, ça marche pas. Et qui, voilà, ça remonte en haut. Et on avait sous-estimé avec la community manager qu'il fallait répondre à toutes ces personnes. Donc il n'y a pas eu 13 000 commentaires. J'ai eu à peu près 350 commentaires. Je suis arrivé à une note de 3,4. Mais en dessous de 4,6, vous êtes inexistant. Enfin, on est toujours dans les 99,9% des pas bons. Mais pour moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est ce que je vends aujourd'hui à mes clients B2B des musées, c'est que j'ai un docteur en informatique et on étudie l'interaction, on regarde où il va cliquer, comment il fait, ce que fait le web depuis 10 ans. On est capable de le faire dans le mobile. Et ça, c'est très intéressant et j'en apprends tous les jours. J'avais visé que c'était les femmes qui lisaient, parce que j'ai du texte, les hommes ne lisent pas. Enfin, c'est ce que les études montraient, les bêta-tests, et on s'est planté, mais vraiment planté. Les hommes jouent, lisent. Il y en a monsieur de 52 ans qui disait ne jamais jouer, il a passé 1 heure. Les adolescents qu'on disait être écervelés, ils passent du temps. Enfin, mais ils ont d'autres façons de consommer l'interaction. Ils vont aller plus vite, ils vont revenir, c'est plus naturel. Et ça, les trackers, par contre, les données, c'est important. Voilà, pardon, je ne vous avais pas vu. Mais tout à l'heure, vous viendrez me voir, j'ai plein de données pas très agréables pour moi.
Alors, moi, juste pour terminer, ce qui est intéressant avec la gamification événementielle, c'est que on a les retours in situ. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que donc, nous, si on prend en compte même les 12 pays, toutes les opérations qui ont été faites, à peu près 500 000 utilisateurs, à mon avis, 500 000 personnes ont dû jouer à Urban Gaming. L'animateur qui est là, les retours en direct, on peut presque faire la maintenance juste à posteriori de tel ou tel jeu. Donc c'est une grande satisfaction parce qu'on voit aussi bien les mécontentements, mais aussi les satisfactions en live. Et puis du coup les bénéfices clients quand notamment il y a des problématiques de fusion, d'intégration d'équipe, de formation. Voilà, on a une belle récompense quand après on nous dit après le séminaire, après le team building, on a vu les équipes mieux travailler ensemble. Donc, mais c'est l'avantage de la gamification événementielle. Oui, bonjour. Moi, je viens d'un secteur qui n'est pas le tourisme. Je viens d'un environnement qui est la santé, mais qui est très impacté par des innovations aussi, et notamment technologiques. Donc, il y a beaucoup de ponts en fait à faire. Et il se trouve que j'ai commencé ma carrière dans le tourisme, donc je venais à ce double titre. Voilà, c'est mon point de vue pour les questions. En fait, la question que je voulais poser, c'est un peu celle qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, vous parliez de votre modèle économique, mais la vraie question, est-ce que c'est pas quel est le modèle économique de vos clients par rapport à ce que vous proposez ? Et quel est leur point de vue sur ce sujet ? En fait, il faut être souple. Donc, il y a tous les business models chez nos clients. Il y a des business models qui dépendent de la taille de l'entreprise, du nombre d'utilisateurs de l'entreprise, de ce qu'ils vont en faire avec leurs clients, leurs propres clients, leur réseau de partenaires. Donc, il faut savoir s'adapter à tous ces business models. Et des outils, nous, on le fait. On travaille aussi bien en mode SaaS qu'en mode installé sur tout type de plateforme. Là, récemment, dans le domaine de la santé, je ne peux pas encore en parler, mais vous allez bientôt le savoir puisqu'on va faire un communiqué de presse. On vient de faire un simulateur immersif dans un casque immersif Oculus où on vit dans les yeux d'un patient atteint d'une maladie mais dont je ne peux pas parler, sinon on va vite savoir qui c'est. et justement, savoir s'adapter à des réunions professionnelles dans le domaine de la santé qui va être utilisé dans des sous-sols, donc non connectés. Il faut savoir aussi travailler avec des outils non connectés et pouvoir remonter, synchroniser les données pour pouvoir analyser par la suite. Tout ça, c'est des business models qui sont maîtrisés, plus ou moins par les différents acteurs du marché, évidemment. Savoir fonctionner aussi bien sur un smartphone que sur une tablette, que sur un Mac, que sur un PC, que sur des vieilles versions d'Android, il faut savoir justement gérer tout ça et s'adapter. Quand on s'adresse au monde du tourisme ou au monde des administrations avec des PC vieux de 10 ans qui n'ont pas de carte graphique à aller jouer avec de la 3D avec ces PC-là, il faut savoir aussi adapter les différents niveaux de qualité et de détails qu'on va implémenter dans ces expériences-là, sans pour autant perdre l'apport pédagogique, ludique et ce qu'on veut viser comme objectif à l'arrivée. Moi, je voudrais ajouter aussi, je crois aussi beaucoup à la généricité, pouvoir à la fois faire du offline ou du online, pouvoir faire du jeu depuis chez moi ou sur place, pouvoir proposer à un client de s'appuyer sur son contenu ou de lui permettre de créer son contenu. Donc là, tous ces modèles doivent pouvoir être acceptables. Je rebondis sur ce que disait William tout à l'heure, on est ici dans la gamification. La gamification, ce n'est pas forcément la création d'un jeu, c'est la ludification de quelque chose qui existe déjà, et notamment dans le tourisme, mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, on s'appuie sur du réel. Et c'est déjà beaucoup. Et on peut créer des mécaniques de jeu qui s'appuient sur, encore une fois, le patrimoine. Il y a énormément de richesses simplement en se baladant et en observant ce qui se passe et en observant son environnement immédiat. On n'a pas toujours besoin d'aller créer un scénario de jeu très élaboré, et ça se retrouve d'ailleurs dans l'univers du jeu de manière générale. Vous avez des jeux qui sont construits autour d'un scénario. Se pose d'ailleurs la question de la rejouabilité de ces jeux-là. Et vous avez des jeux qui sont créés plutôt dont le contenu se construit au fur et à mesure qu'on joue. Voilà, c'est les jeux les plus classiques d'ailleurs, hein, les échecs, c'est un jeu comme ça. Le contenu se crée au moment où on joue. Et ça, c'est aussi très très intéressant de pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Si on veut créer du contenu spécifique, un jeu packagé, on doit pouvoir le faire. Si on veut permettre au client, à un utilisateur, de créer son propre contenu simplement par les choix qu'il va opérer dans le jeu, ça doit pouvoir être réalisé aussi. Donc la généricité sur tous ces plans est très intéressante à explorer. Et encore une fois, la mécanique est finalement ce qui est le plus important.
prendre une mécanique générique qu'on applique sur un patrimoine réel. C'est à mon avis la clé pour résoudre ces problèmes de différents modèles économiques et pour pouvoir créer ensuite un effet d'échelle. Il y avait une question ici. Alors moi, vous avez en partie répondu à cette question, mais savoir comment on faisait pour capter ces clients, ces joueurs sur la durée, parce qu'a priori, je crois qu'on est quand même beaucoup sur du ponctuel, c'est-à-dire je vais jouer à un moment donné, et une fois que j'ai joué, c'est fini. Donc comment on fait pour les garder dans la durée? Est-ce que d'une part, c'est un avantage aussi de les avoir dans la durée? Est-ce qu'on fait de la collecte de données pour faire quelque chose de mieux ou juste de la collecte de données pour la collecte de données? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup, on ne sait plus quoi en faire. Et puis je voulais remonter un petit peu en amont, c'est-à-dire comment on fait pour se faire connaître. C'est-à-dire comment on fait en sorte d'attirer un maximum de joueurs. Je vais laisser la parole à mes camarades, mais sur la question de la sur la question de la rejouabilité, c'est vrai que j'ai un petit peu répondu. C'est vrai que le gros problème de la majorité des jeux en général, c'est la rejouabilité. Une fois que vous avez fini le jeu, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a deux réponses à la rejouabilité. Il y a le multijoueur. Une fois que vous avez fait le jeu tout seul, vous pouvez le faire avec vos amis. Donc ça, c'est un point très important. Sur Hyper-Ego, on peut réaliser un parcours, un jeu de piste tout seul. On se défie contre le chronomètre, mais on peut aussi se défier ses amis qui sont à proximité. Et puis, vous avez, encore une fois, le contenu du jeu. Et soit ce contenu est fermé, soit il est ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment la possibilité de laisser à un utilisateur la possibilité d'avoir, à partir d'éléments des points d'intérêt, de pouvoir créer son propre itinéraire et donc son propre jeu derrière. Si vous allez voir sur Paris Parcours, par exemple, vous créez un compte, vous pouvez créer votre propre itinéraire et votre propre jeu derrière. Et ça, c'est un moyen, justement, d'arriver à résoudre ce type de problème. Après, sur la question de la notoriété, il est évident que quand on est... ça dépend de son modèle. Si vous voulez créer un jeu qui va accaparer une énorme communauté de joueurs, c'est effectivement très, très, très difficile. Soit vous avez un jeu qui est Candy Crush et ça peut marcher, et encore. Soit vous avez pas ça et il faut investir énormément. Voilà. Il faut investir énormément. Voilà. Déjà, il faut vraiment mettre une différence entre le B2B et le B2C. Bon, pour se faire connaître, déjà, on vient au Welcome City Lab pour commenter, expliquer des choses. Déjà, voilà, on se fait connaître. On communique, mais tu l'expliquais déjà tout à l'heure sur Candy Crush, il faut des budgets colossaux de communication et de marketing. La grosse erreur que font... Alors, dans le domaine du B2B, la grosse erreur, c'est que le commanditaire prévoit un budget pour faire l'application, pour faire l'expérience, et on oublie la communication interne ou externe suivant l'utilisation. Du coup, ça retombe aussi vite que ça a démarré. Si on ne prépare pas, c'est comme n'importe quelle mise en production, si on ne prépare pas le lancement avec un minimum de plans marketing, de plans de communication, de mise à jour prévue à l'avance. Quand on lance un jeu comme Candy Crush, on a déjà prévu les 40 niveaux qui suivent pour les 2 ans à venir. Donc, c'est pas simplement on lance, on voit si ça marche, et puis après, je ferai d'autres niveaux. Non, c'est déjà prévu dans le business model, tout ça, c'est déjà travaillé à l'avance. Voilà. Oui, je voulais juste savoir si vous aviez fait un benchmark, j'imagine que oui. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont... chez qui ça fonctionne? L'alliance tourisme et gamification. Est-ce qu'au Japon, par exemple? Est-ce qu'aux USA? Est-ce que... Donc là, je prends ma casquette de professeur du tourisme numérique depuis janvier au Welcome City Lab. Je suis professeur au CNAM en cours du soir. Merci pour les anciens qui m'applaudissent là-bas. Non. Non, il n'y a pas de succès. Enfin, il y a des expériences. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle gamification. Il y a beaucoup d'interactions, de touch and play, de tags, de quiz à la fin d'un parcours. Là, c'est développer ce que j'ai pu. Après, je suis dans un domaine où je sais que je ne sais pas. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Vous regardez aussi bien le calendrier du mois de juin en tourisme ou en jeu, il
il y a tous les jours. Donc aujourd'hui, on peut le dire, en France, on est leader. Je suis sollicité par Casablanca, par l'Israël, par Singapour qui met des millions d'euros de budget pour le tourisme. Et Welcome City Lab, François, je sais plus, il est là, lui, tout le monde fait venir le Welcome City Lab pour le prendre comme modèle, pour l'implanter partout. Et je pense que pour l'instant, on a un petit avantage. Et là, j'accompagne au comité d'échange France-Japon à la Chambre de commerce pour le 9 septembre. Voilà, la question du tourisme entre ces deux pays pour les événements à venir au Japon. Mais pour l'instant, c'est plutôt les Français, comme on a beaucoup de volume, qui pouvons les aider. Je ne parle pas de la production, je ne parle pas de l'offre, je parle de la cible. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels, effectivement, des propositions ont été bienvenues, ont marché? C'est ça qui est important. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement étudié la cible tous autant que vous êtes. Est-ce que les gens ont envie de jouer sur une tablette? Est-ce que le papier ne leur suffit pas encore, y compris les enfants? D'accord. Donc vous parlez de cible, c'est-à-dire des usagers, des pratiques. D'accord. Alors, bien sûr que je n'ai pas suffisamment étudié, je ne lis que les chiffres. Quand je vois que 36% des sites internet ne sont pas en responsive design, ne sont pas sur mobile, que je lis que, voilà, vous avez tous vu cette courbe de montée en puissance depuis les smartphones, les tablettes, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, on en est encore au blocage. On avait dit il y a quelques années, oh non, au-dessus de 50 ans, les gens ne le mettront pas. Aujourd'hui, c'est les premiers usagers à 12 heures par semaine. Au Japon, si vous voulez, Japon-Corée, je peux vous donner la pratique, c'est 2 fois plus. Mais tout simplement parce que vous allez à Séoul, à Tokyo, où j'ai grandi, le temps de transport moyen, il est double par rapport à un francilien. Donc aujourd'hui, aller dans le métro, j'y étais il y a 2 mois, c'est plus les livres, c'est le smartphone. Et les gens s'appellent, se Skype. Voilà. Il y en a qui jouent, mais ils travaillent. À Paris aussi, mais comme le temps de transport est plus long, là, et donc, là, pour répondre à votre question aussi, monsieur, je pense qu'à la fois, il y a le contenu. Aujourd'hui, ça y est, storytelling. Et un peu comme le modèle des films, je pense que le jeu vidéo, on va être en préfinancement, comment on finance et comment on lance un film, dans les festivals de Cannes. Et puis les séries télévisées, là, ça fait 10 ans qu'il y a le... Donc on sait déjà qu'il y a 2, 3, moi j'ai 5, 6e, 7e épisode, mais si je fais venir par exemple Sarah Reno en Avatar et que ça fait 200 000 épisodes, je vais pouvoir la faire revenir dans le 7e, 8e, pour toujours améliorer l'expérience. Il y a quelques chiffres aussi. En France, on compte 31 millions de joueurs. Donc c'est tout type de joueurs confondus, mais il y a un gros potentiel. Donc c'est énorme. Et 40% de ces joueurs sont des parents. Et 65% d'entre eux jouent avec leurs enfants. Voilà. Donc à la maison ou au musée. Après, il y a, comme on l'a dit, un problème de communication à réaliser. Donc, on l'a très justement dit. Par exemple, le Serious Game le livre des siècles de Fontainebleau n'est pas commercialisé à l'Office du tourisme qui se trouve 50 mètres à côté du château. Donc, peut-être que si on passait par là, donc c'est pas la faute d'Emmanuel, c'est sans doute pas la faute du château, c'est peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé en amont. Mais si on ne donne pas le produit, c'est difficile de le vouloir. Voilà. Donc, je te laisse répondre. Moi, je voudrais juste rajouter 2 petites choses sur la population internaute. Quand on demande aux gens, quand on étudie où est-ce que les internautes passent leur temps sur le web, le premier poste de temps passé, c'est les réseaux sociaux, et le deuxième, c'est le jeu. Et souvent, d'ailleurs, on joue sur les réseaux sociaux. Donc, le jeu, Sarah le rappelait, sous toutes ses formes, c'est quelque chose qui est très, très répandu, au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire je réaliser un objectif et j'ai des récompenses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la bonne métrique, finalement, dans tout ça, la gamification, c'est quoi? C'est un moyen d'enrichir de l'expérience, d'impliquer, on l'a dit, c'est ce que Sarah disait en introduction, finalement, c'est de créer de l'engagement. Et ce que les marques, les destinations recherchent, c'est créer de l'engagement. Ce n'est pas forcément de viser des joueurs, d'ailleurs. C'est d'engager leur public par des mécaniques ludiques qui peuvent être très simples, qui peuvent toucher des joueurs réguliers ou pas. Et donc, la bonne métrique, c'est ça. Après, vous avez raison, madame, il n'existe pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'études poussées sur le sujet de la gamification, que ce soit en France ou ailleurs, sur des modèles économiques ou sur des stratégies gagnantes. Donc, c'est un chantier intéressant à mener, d'ailleurs.
Mais voilà, ce qui est, la population de joueurs aujourd'hui au sens large est très importante, de manière très claire, et la notion d'engagement est la notion clé aujourd'hui pour fidéliser et pour séduire de nouvelles clientèles. Donc ça, c'est une métrique très importante. Bonjour, moi je dirige un institut d'études et la question que j'ai à vous poser concerne les city guides. Il y a de plus en plus de city guides qui sont présents sur les smartphones. Est-ce qu'ils sont interactifs? Est-ce qu'ils sont suffisamment intégrés avec le Google Maps? Ça, c'est un premier point de question. Après, il y a un deuxième point de question, c'est que quand on regarde, quand on observe ce qui se passe en matière de jeux dans les villes, le mot-clé, c'est le safari. C'est-à-dire la ville est un parc d'attractions et la manière de jouer dans les villes, c'est de prendre des photos, c'est d'aller découvrir des magasins inconnus, etc. Et donc finalement, le vrai jeu, c'est plus du participatif à travers la création de photos. Donc comment ce type d'engagement est pris en compte par vous? Comment vous le suscitez? Comment vous l'encadrez, le stimulez? Parce que c'est pas si simple que ça de faire les parcours originaux pour trouver les spots les plus sympas dans les villes. Sur la question des city guides, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais il y a beaucoup d'offres de city guides évidemment sur les stores, beaucoup. Alors, sont-ils interactifs? Ça dépend comment ils sont fournis. Vous avez des city guides, vous les téléchargez au préalable pour y accéder en offline. Vous avez d'autres city guides où vous accédez via le web au contenu. Vous disiez, est-ce qu'ils sont intégrés à Google Maps, par exemple? Il faut savoir que Google Maps, vous ne pouvez pas télécharger en offline les cartes Google Maps, donc il faut trouver d'autres solutions. Donc quasiment aucun city guide, à ma connaissance, ne permet de télécharger en consultation hors ligne des cartes Google Maps. On utilise d'autres types de cartes, ou bien on n'utilise pas de cartes, ou des cartes très restreintes, comme par exemple le guide du routard, c'est des cartes à eux. Donc il y a une offre pléthorique. Mais le city guide, si vous voulez, on est dans une proposition de contenu encore très classique. Si on parle de la gamification, la deuxième partie de votre question, c'était comment on intègre donc l'engagement au sens le plus simple, qui est par exemple le partage de photos. C'est effectivement une question intéressante parce que le but ultime de cette gamification, c'est de permettre aux gens d'être actifs dans leur consommation touristique, dans le tourisme. Donc il faut qu'ils soient actifs. Alors, un des moyens de les rendre actifs, c'est justement de les engager à réaliser une action qui va permettre de se comparer et d'avancer dans un jeu ou de défier un ami. Et pour ça, ça peut être par exemple des défis qui consistent à aller prendre des photos, à les partager, à les montrer, à résoudre des énigmes de manière visuelle, etc. Donc à titre personnel, c'est ce qu'on met en place sur les Pariago. On encourage les internautes qui sont en train de réaliser leur jeu de piste sur certaines énigmes à aller poster des photos qui prouvent la découverte de l'énigme en question et qui leur permettent d'ajouter des points à leur score global dans le cadre du jeu. Voilà. Donc c'est des mécaniques comme ça qui doivent être réappliquées de manière à croiser encore une fois le contenu, la mécanique de jeu et le système de partage social. Encore une fois, le jeu, il est intéressant en soi quand on joue tout seul, mais il est aussi très intéressant de manière participative et dans une optique de communauté et de partage. Ouais, pour les photos, je vois deux grandes, enfin il y en a sûrement d'autres, mais il y en a deux là qui me viennent. C'est une manière de valoriser l'utilisateur. Donc il se prend en photo dans une sorte de situation valorisante et après il va pouvoir faire de la viralité, donc se l'envoyer, envoyer à tous ses amis. Ou il y a, bon ça c'est un truc, on peut imaginer plein de mises en situation de ce genre de type d'action. Et l'autre grande tendance, c'est de valider en fait une action ou un acquis par la photo et un petit check par une analyse d'image. Donc ça, c'est deux grandes, on va dire, briques de manip ou de game design qui peut après s'intégrer dans toutes sortes de scénarios un petit peu plus larges. Mais il y en a probablement d'autres. Mais non, oui, tout ce qui est un peu effectivement attrait au solo-mo peut être intéressant. Mais nous, par exemple, quand je vois il y a 4 ans, un des modèles, c'était Foursquare. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression que le concept était génial parce qu'il était très engageant, il permettait de faire des check-in, permettait de faire un véritable safari quelque part avec les systèmes de récompense, de mer et autres, ainsi de suite. On en revient à la première question. Quel est le business model associé au niveau local? Et même s'il y a eu des millions d'utilisateurs, aujourd'hui, quand j'ai appris qu'ils faisaient à peine, ce qui est déjà beau, mais 1 million de chiffres d'affaires depuis leur existence,
Ça fait réfléchir. Et c'est un peu frustrant parce que c'est vrai que là, peut-être qu'il y a un créneau avec la photo, avec les selfies, il y a plein de choses à imaginer, mais les expériences passées font que, en tout cas, nous, on se pose régulièrement la question sur un pivot grand public, sur un côté safari urbain, parce qu'on a toutes les compétences pour pouvoir le faire. Eh bien, ce qui freine, c'est l'usage grand public. Il ne faut pas oublier aussi la problématique du roaming vis-à-vis des touristes étrangers. En France, donc ça aussi, ça peut bloquer. On va voir comment ça va s'ouvrir, mais c'est vrai que trouver un pivot pour être un safari, pour faire du safari urbain un peu partout dans le monde, on y réfléchit, ça va venir, mais c'est pas forcément évident de trouver le bon modèle. 2 city guides qui sont en train de monter, mais qui ne s'appellent pas des city guides, c'est Google. Aujourd'hui, vous faites glisser à gauche, discrètement, de gauche à droite, comme par hasard, tout d'un coup, où manger, où s'amuser, où aller danser, nos recommandations. C'est une fonctionnalité qui est apparue il y a un petit mois, là, et qui commence à venir en bas. Vous n'avez rien fait. Vous pouvez mettre... Alors, moi, j'étais en Andalousie, je télécharge mes cartes à l'hôtel, je mets mes étoiles, comme ça j'ai mon parcours, ça se met, mais vous avez tout ça déjà repéré. Et après, le TripAdvisor qui commence à évaluer les destinations, les musées, ils ne font plus que les hôtels, l'hébergement. J'attends l'étape suivante en termes d'indicateurs de développement touristique, d'expérience client, les aéroports, ça y est, il y a déjà des sites. Je fais attention à TripAdvisor ils sont en train d'évaluer une destination du door-to-door. Voilà, c'est le concept qui est en train de monter en puissance et je vois bien l'offre. Par contre, là, je surveille tous les mois et hop, une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et c'est des grosses bêtes. Voilà, en dehors de la Chine, parce que Google, comme vous le savez, pour l'instant, n'est pas en place là-bas. J'ai une question. Vous avez partiellement abordé la question. Est-ce que la technologie est bloquante sur certains points et quelles sont les avancées technologiques que vous attendez pour un éventuel développement à plus grande échelle de vos business? Est-ce que c'est la montre connectée, la connectivité basse fréquence comme Sigfox? Est-ce que c'est... Je demanderais d'être synthétique dans les réponses. Oui, effectivement, un monde complètement connecté avec notamment la fin du roaming serait énorme en termes à l'échelle européenne, hein, parce qu'encore une fois, ça serait vraiment phénoménal. Enfin, quand on sait que par exemple, vous allez visiter le Disney Store, vous êtes effectivement un Anglais, Disneyland Paris ne peut pas vous envoyer un message push en disant tiens, demain, vous avez 20%, on a détecté que vous étiez dans un endroit Disney, et ça, aujourd'hui, c'est difficilement possible à faire. Donc, il y a énormément de choses à faire, de business model à inventer le jour où, effectivement, l'Union européenne fera sauter véritablement la partie roaming. Et c'est vrai que ça a été un sujet qui a déjà été abordé ici au Welcome City Lab avec justement les différents opérateurs. C'était très intéressant d'écouter. Là, la dernière démarche, c'était justement décembre 2015, l'ouverture. En fait, il va y avoir encore quelques contraintes et rien que le fait qu'il y ait une contrainte psychologique en disant ce ne sera pas tout gratuit, ça va encore apporter des freins. Donc voilà, pour moi en tout cas, je rêve d'un roaming free. Je fais court. Oculus Rift, c'est le nom du produit où vous mettez un masque, un casque immersif avec et vous avez vraiment la sensation, vous grimpez. Et aujourd'hui, il y a Samsung qui vous mettez votre téléphone, smartphone, vous mettez un casque et ça y est. Donc aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore parce qu'on a envie de vomir, etc. Mais c'est complètement immersif. Demain, les agences de voyage, vous voulez aller, je vous fais, mettez le casque, ça y est. Attachez votre ceinture dans l'agence et je vous emmène. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième, pour moi, c'est le NFC, Near Field Communication, là, les cartes de crédit, on n'est plus... Là, ça va commencer à communiquer, vous vous baladez, hop, pop-up, bonjour, Frédéric Pierret, super pâtissier, qui est pas loin, vous propose sa meilleure pâtisserie parce que vous êtes brésilien et il est brésilien. Voilà, c'est... le tourisme. Et vous avez 20% parce qu'en yield management, on est en bas. Donc tout ça va se croiser toujours à la recherche pour faire plus de chiffre d'affaires, etc. Je vais court. Une dernière... tu avais quelque chose à dire, Emmanuel? Voilà. Une dernière question?
Bonsoir, donc moi je suis journaliste, je travaille pour une petite agence de presse et on voit la gamification arriver dans le domaine du journalisme. Je crois que les contenus qui ont été les plus populaires sur BuzzFeed et même le New York Times l'an dernier, c'était des quiz. Je voudrais savoir si vous avez déjà travaillé pour des médias, si vous savez comment ça fonctionne, si c'est fait en interne, tout ce qui est gamification, ou si c'est en externe. Je peux répondre parce que j'ai été le patron de l'internaute.com pendant quelques années, donc un gros média en ligne, et on faisait énormément d'audience sur les quiz, effectivement. Alors nous, on produisait tout en interne. Après, 50 fois, on est toujours dans le même problème, c'est qu'il faut... le jeu s'appuie sur du contenu, donc il faut que le contenu soit produit. Après, peu importe qu'il soit produit en interne ou pas, quelque part, mais c'est vrai que le quiz, c'est une mécanique média très très intéressante. Après, tout le monde fait du quiz maintenant. Donc ça a un petit peu perdu, disons, de sa superbe. Je pense que les gens se sont un peu lassés du principe. Après, on voit apparaître sur de nombreux médias d'autres mécaniques de jeu, sur le principe du trophée, par exemple. Voilà, j'ai lu 5 articles, ça me donne des points ou ça me donne un trophée. Éventuellement, ça me donne des avantages en nature. Ensuite, on voit apparaître ça sur plusieurs sites. Un site comme Madines, par exemple, qui s'occupe des startups, a ce type de mécanique. Donc il n'y a pas que le quiz, effectivement. Le quiz, c'est déjà quelque chose que les médias mettaient en place sur Internet il y a une dizaine d'années. Hein. Donc il y en a eu beaucoup. En revanche, c'est vrai que ce sont des choses qui sont très engageantes, qui permettent de garder l'internaute, dans une logique média, c'est très important, de garder l'internaute longtemps sur les pages, et donc de l'exposer à de plus en plus de messages publicitaires, ce qui est le mode de financement de la plupart des médias web. Donc pour ça, oui, la gamification a un intérêt pour un média dans le sens où ça retient l'internaute, et le temps passé sur un média est extrêmement intéressant pour les annonceurs. Tu as quelque chose à dire, William? Non, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une autre question, une dernière question, et après... non. Donc, comme vous avez pu le voir, la gamification dans le tourisme, il y a encore de nombreuses choses à faire, de nombreuses opportunités, de nombreuses questions. Donc, je pense que c'était vraiment ici, au Welcome City Lab, qu'il fallait se réunir pour en discuter. Donc, merci d'avoir répondu présent. Merci à vous de vous être déplacés. Donc, je vous ai mis... 2 liens, donc 2 sources. On a cité quelques chiffres ce soir, donc vous pourrez retrouver ces chiffres sur le site du Syndicat national du jeu vidéo, et également sur le site du CNC. Et je vous ai mis 2 références bibliographiques. Merci Guillaume. Donc, L'Empire ludique, comment le monde devient enfin un jeu, de Aurélien Fouillé. Donc, très bon livre si on veut comprendre un petit peu les mutations de notre société à travers le jeu. Quand le jeu fabrique la société de demain, donc très agréable à lire. Et un livre un petit peu plus opérationnel, La gamification ou l'art d'utiliser les mécaniques du jeu dans votre business. Donc très agréable à lire également, avec beaucoup d'exemples et une méthode. Il donne aussi le vocabulaire, voilà, donc, que vous pourrez retrouver, donc n'hésitez pas. Je vous les laisse sur un côté, s'il vous plaît, ne me les prenez pas, de toute façon il y a mon nom dedans. Donc, que je remercie Lucas et Lénaïque pour la captation vidéo ce soir également. J'ai quand même préparé mon... nous allons également continuer l'expérience de cette conférence autour d'un cocktail, mais également, tu peux approcher, avec la Smooth Box, donc une entreprise incubée ici au Welcome. Donc je te laisse expliquer le concept. Très bien, donc la Smooth Box, elle est derrière vous, en fait, c'est la borne vidéo et photo. Donc notre métier, c'est les selfies photo, selfie vidéo, c'est en pleine expansion, ça va avec... un grand chiffre actuellement, c'est 90% du trafic mondial en 2017 sera de la vidéo. Donc voilà, on consomme de plus en plus de vidéos et notre objectif, c'est d'aider les gens à produire de la vidéo avec toujours ce contrôle et le fait de pouvoir charter le média avec les logos ou avec le lieu sur lequel elle est enregistrée. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'utiliser. Ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir vous présenter, parce que tout le monde ne se connaît pas forcément, et la vidéo, c'est un très bon média pour continuer l'expérience en ligne. Et un autre bouton, donc, qui est justement la gamification dans le tourisme.
Donc peut-être poser des questions qui vont permettre de pouvoir continuer le débat derrière, donner votre impression aussi sur les différents intervenants. Et donc tout ça va réunir tout ça va donner lieu à un petit montage, un petit best-of des meilleures phrases, des meilleurs moments. Et en même temps une galerie donc, qui va être postée en ligne et qui va permettre à ceux qui ne sont pas venus de pouvoir avoir votre expertise, de vous connaître. Et aussi, pourquoi pas, poser des questions en direct, parce qu'il y a peut-être des questions que vous n'avez pas posées. Et le fait d'exprimer vos besoins, ça rejoint un petit peu ce qu'il disait. Plus en tant que start-up, on comprendra les besoins, plus on pourra adapter nos produits et mieux y répondre. Et moins il y aura d'intermédiaires. Donc avec la vidéo, c'est l'occasion maintenant de s'amuser avec autour d'un petit verre. Justement, j'allais y venir. On va continuer la discussion autour d'un petit cocktail.